venez du Texas? De l'Arizona. Vous êtes avec le rodéo? Non. Tout le monde est habillé comme ça en Arizona? Non, les maîtres baigneurs ont des gilets de sauvetage et les infirmières sont en blanc. Et ici, ils sont habillés comment? But now we come to a period that I call the battle for identity. As my grandma told me. Yeah, superstitious devices. As my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 6 décembre, 19h, 20h, en attendant Godard, sur Syllab, saison 9, épisode 14. La scène se passe dans un restaurant de Tokyo, quelques jours après la mort de Nagisa Oshima, en janvier 2013. Notre hôtesse, Abi Sakamoto, de l'Institut français, a invité plusieurs critiques et cinéastes, dont Kyoshi Kurosawa, qui, en fin de repas, lance d'un air malicieux « Et si vous deviez ne choisir qu'un cinéaste ?» Chacun peaufine sa réponse, pluie émue de Godard et d'Oshima, jusqu'à ce que Kurosawa, le tour de table terminé, déclare sans hésitation Richard Fleischer. Surprise de l'Assemblée, certes, le cinéaste de Cure a déjà dit son admiration pour l'auteur de L'étrangleur de Boston, mais de là à les lire parmi tous, et comment un cinéaste aussi obsessionnel que Kurosawa peut-il choisir un réalisateur aussi versatile ? Voilà, une ouverture particulière par rapport au sommaire qui nous attend. Donc c'est l'extrait du texte de Stéphane Delorme, Parcours Fleischer, dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma de décembre 2016. Ce soir, il va être question d'un coffret Richard Fleischer, un coffret qui vient d'être sorti chez Carlotta, avec 3 films, Terreur aveugle de 71, L'étrangleur de Rillington Place de 71 aussi, et Des flics ne dorment pas la nuit de 72. Il va en être beaucoup question. Et déjà, le fait que Kyoshi Kurosawa s'intéresse en fait particulièrement à Richard Fleischer indique bien une chose, en fait, c'est que dans l'historiographie du cinéma américain, en fait, la place de Richard Fleischer, en fait, a surtout été étudiée par les Japonais, en fait. Et ça, c'est quand même assez curieux, en fait. Ouais. Il y a vraiment une école critique autour de Richard Fleischer, notamment avec Azumi ou des cinéastes comme Shinji Aoyama, qui ont notamment contribué au cahier du cinéma Japon dans les années 90. On va parler de ça et aussi d'un livre qui vient de sortir aux éditions de la Table Ronde, Retour vers David Goudis, de Philippe Garnier, quelqu'un qu'on aime plutôt bien dans cette émission. Thomas, tu es là. Salut kids, salut Erwan, et pour parler de ce joyeux programme autour de nous, il y a les plus grands spécialistes rhéno-rennais, voire français, du monde du polar et de son historiographie. De l'univers. En toute modestie. Voilà, ouais, faut dire. Car autour de la table, donc, il y a l'homme qui a vu l'ours, tous les taxis. Il y a donc Thibaut. Salut à les tous. vrais polars marseillais. Donc il y a toi aussi Erwan, évidemment, hein, ouais. Parce que bon, toi tu es spécialiste des films de Luc Besson, et il y a l'homme qui bientôt nous jouera le thème de l'émission à la flûte, à la clarinette, pardon, bientôt en duo avec un autre ami qui fait de la flûte traversière. Donc il y a l'homme qui n'aime que les films noirs, que les polars, car le cinéma, ça s'arrête en 1957, donc c'est Simon Lejeune. Bonsoir à tous. Et tu oublies quand même l'élément principal. Oui, et donc évidemment, donc, il y a notre détective sonore, il y a le joyeux, le sympathique, le bien coiffé Gal. Bonsoir. À la belle voix. À la belle voix, la voix suave. Exactement. C'est bien pour un metteur en son. Exactement. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Ramones, ce que vous avez peut-être connu avec My Business is Killing Me, car de business qui tue, il en est largement question dans la filmographie de Richard Fleischer, dont il va être question à présent à l'occasion de la sortie d'un très beau coffret Blu-ray paru chez Carlotta, DVD Blu-ray paru chez Carlotta il y a quelques semaines, et donc qui contient 3 films de sa période plutôt des années 70, donc sa deuxième partie de carrière. On y retrouve Ten Rillington
Wellington Place, un meurtre, L'étrangleur l'étrangleur de Wellington Place en 71. Ouais. Il y a Terreur aveugle la même année. 71, ouais. Et donc Les flics ne dorment pas la nuit, peut-être plus connu sous son titre anglais de The New Centurions. Donc saluer du coup l'édition, voilà, et du coup l'édition au sens matériel et puis éditorial. le travail hein. d'édition en termes éditorial, parce 3 qu'effectivement préfaces à chaque fois de Nicolas Saada et 3 cinéastes critiques invités sur les films. Sur Terreur aveugle, donc c'est Fabrice Duvels, le metteur en scène de Calvert et de Vignan. Sur Les flics ne dorment pas la nuit, donc on retrouve Nicolas Boukrieff, qui est, je trouve, l'interview la plus intéressante et la plus complète du bonus. Et comme toujours chez Boukrieff, voilà, dès qu'il parle de cinéma, lui, de toute façon, tu peux boire ses pour paroles. L'étrangleur de Wellington Place, donc il y a aussi Christophe Gans qui parle, comme à chaque fois, excessivement bien des films qu'il adore. Et en plus, outre ces interviews, on va dire inédites, présentes sur les bonus, notamment sur Les flics ne dorment pas la nuit, où on a droit quand même à un beau documentaire, un Cop assez Stories, long making of des films de Dorment. Donc voilà, avec notamment Joseph Vauban. Voilà, on y reviendra avec l'écrivain à l'origine du film, Joseph Vauban, qui était un des maîtres de James Ellroy, et Stacy Keach. Voilà, Stacy Keach en entretien, Richard et Kolk. aussi des scènes coupées et la fin alternative du film. Oui, en fait, ils ont condensé en 17 minutes. Moi, c'est un truc que je ne connaissais pas. Donc, c'est Les flics ne dorment pas la nuit en Super 8. Et en fait, c'est un transfert du film au format Super 8, condensé en 6 minutes, je disais. Et donc, c'est à partir d'extraits d'une bobine d'époque issue des studios Columbia Pictures. Et en fait, c'est déjà les prémices du home movie, en fait, du film à la maison. C'est très couché. C'est une pratique que je connais assez peu. Ah oui. Et pour le coup, toute l'édition Blu-ray a le mérite de mettre ça en valeur. Donc vraiment un très beau travail éditorial. Les copies sont quand même... Des copies qui quand même déboîtent bien sa race. Hein. Oui. J'ai jamais vu Les flics ne dorment pas la nuit dans une telle qualité, et même les autres films du coffret sont je vraiment me suis rendu compte en fait qualité. en faisant de Lego Histoire, c'est que je me suis rendu compte qu'avec Nicolas Boukrieff, en fait, on l'a vu au même moment, c'est-à-dire il y a 6 ans quand le film passe sur le câble. Pareil, quoi. Non, mais c'est le moment aussi où le film a une autre vie. Voilà, c'est ça. Le deuxième film, même s'il y avait déjà des éditions VHS, DVD outre-Atlantique, mais en France, en tout cas, le film avait très peu de visibilité. Donc, avant de revenir plus précisément sur les films du coffret, je pense que c'est pas inutile de revenir sur Richard Fleischer, cinéaste à la filmographie quand même assez prolifique, puisqu'il a fait 46 films en une trentaine d'années, grosso merdo, on va dire, dans sa grosse période active. Même sur plutôt 40 ans. Ouais, voilà, donc qui démarre à la fin des années, enfin au début des années 50 pour arriver fin 40 pour arriver jusqu'aux années 80 avec donc une fin de carrière assez difficile comme pour beaucoup de cinéastes, mais qui néanmoins a quand même quelques mérites ou quelques qualités. Et donc il y a un cinéaste qui était un peu, comment dire, dans la même veine que William Wellman, qui est un cinéaste ici aussi qu'on aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il c'était un véritable artisan qui avait investi presque tous les genres pour à chaque fois faire des films d'une qualité quand même assez incroyable, parce que à la fois il aura fait des petits films intimistes comme son premier qui s'appelle Child of Divorce, un genre de mélodrame familial on va dire. Donc il a évidemment fait des polars et des films policiers. Il a fait du film d'aventure pour Disney avec 20 milieux sous les mers, donc le film avec Kirk Douglas et James Mason. Il aura fait les Vikings. Après, plus tard, il sera revenu sur ce genre de film épique avec Conan le Destructeur et Peaky Blinders, donc vraiment dans sa fin de carrière. Et au milieu de tout ça, il aura fait des films assez étranges. Il aura fait aussi des thrillers comme L'étrangleur de Boston, qu'on avait chroniqué ici, qui est totalement hallucinant. Donc, il a vraiment une filmographie assez étrange, assez bizarre, et qui est vraiment fascinante parce que ça révèle tout un pan, on va dire, du cinéma d'artisan. Et puis surtout hollywoodien, voilà, des années années 50 aux années 70 en gros, quoi. Oui, parce que pour revenir, la comparaison avec Wellman, elle est hyper qui est quand même plus âgé. Oui, mais je veux dire, j'avais pensé à lui aussi, même en regardant d'une génération précédente. Parce qu'en fait, Wellman, comme Fleischer, sont des fonds, c'est artisans du cinéma d'artisans au sein même de l'industrie, mais qu'on voit dans des films totalement intimistes qui même maintenant sont passés on va dire un petit peu à la trappe, malgré heureusement qu'il y a ce travail d'édition là de Carlotta qui fait le taf, mais on se souvient plus de Fleischer pour son Soylent Green, j'ai oublié le titre en français, Soleil vert, merci, avec Charlton Heston qui était donc la superstar à l'époque. Mais en fait, c'est ça. Quand on pense à Richard Fleischer, on pense d'abord à ça, à ce mec, c'est blockbuster, où on se pense, ce mec c'est juste un vulgaire yes man, et en fait
creusant un petit peu et en allant au-delà de Calidor. Surtout que de même, Calidor et de que Conan même 2, ces gros films de studio ressemblent pas du tout à des produits de Yes Man, quoi. Bah non, en fait, le truc, c'est qu'en plus, on se retrouve avec le début de sa filmo où c'est totalement passionnant. Ouais, moi, je pense qu'il y a un côté aussi qui peut unir un peu sa filmographie, c'est qu'au tout début, il tournait des bandes d'actualité pour la Fox, pas pour la Fox, pour la RKO. Tous ses premiers films, là, il est plutôt dans la veine des cinéastes qui sont nés entre 1910 et 1920. Il est né en 16. Ouais, c'est ça, qui vont tourner qui commencent dans les années 40 à tourner des trucs assez quasi documentaires. Et du coup, là-dessus, il est assez proche de Mann, de Tourner, ou plutôt, on va dire, de cette phase de cinéaste, même si c'est d'un certain sens, on le compare à Wellman, c'est plutôt sur la réception, on va dire. Mais, Oui, c'était ça. Sur, ouais. sur le style, il serait plutôt, on va dire, dans cette tendance-là. Parce qu'il n'est pas de la génération comme Pierre Berthomé a pu le dire, du live TV, c'est pas Frankenheimer, c'est pas. C'est avant, en fait. Mais c'est plutôt, moi je le mettrais plutôt avec Dan Siegel et Robert Aldrich. Même un petit peu avant, c'est un peu entre Mann, Tourner et c'est à peu près Fuller, c'est à peu près au même moment. Juste une petite indication biographique, donc né en 16 à Brooklyn, et c'est surtout aussi le fils d'un des maîtres de l'animation Hollywood, hein, donc Max Fleischer, donc créateur de Betty Boop et de Popeye, rival de Walt Disney. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que on va dire les cinéastes, Tourner, Mann, tout ça, Aldrich même, souvent venaient du théâtre et dans les années 60, ils vont aller vers un côté plus psychologique du cinéma. Et Fleischer, c'est pas tout à fait le cas, lui, à ce moment-là, il continue dans la veine documentaire. Et même dans ses blockbusters, on peut penser aux Vikings ou des choses comme ça, il garde un côté très très précis, en fait. Hyper documenté, quoi. C'est ça, ouais, qui contraste avec les gros blockbusters des années 50, type Cécile B2000 ou des choses comme ça, qui avaient été remis à la mode. Et ça, je pense que ça reste un peu une particularité. Et les trois films de ce soir, pour moi, sont clairement un petit peu encore dans cette veine, un petit peu documentaire, ou au moins en tout cas très précis, en fait. La question du fait divers, en fait. La question du fait divers. Et même la manière du travail, et sa manière dont il documente la ville au moins. Enfin, donc, quand on avait fait L'étrangleur de Boston, on avait tous halluciné sur son split screen absolument incroyable du début, où il te raconte l'histoire de la ville. On va dire en une scène d'introduction en fait. Et en fait ça vient de là, oui, de prendre sa caméra, d'aller dans la rue, de filmer les gens. On oublie un film qu'on a chroniqué dans cette émission aussi qui nous avait quand même bien plu, Les Inconnus dans la ville. Qui était ressorti aussi en DVD, Blu-ray par Carlotta il y a 2-3 ans. Qui est un film très curieux d'ailleurs en fait, qui raconte un casse, mais comme ça on voit toute la ville petit à petit en fait, les habitudes des gens. Coupe transversale comme ça. Puis il évite toujours les schémas psychologiques, ce qui est un peu le cas des films ce soir. On en sait très peu sur le profil psychologique des personnages. On va avoir un certain nombre d'informations, mais même pas données forcément au début des films, mais qui vont arriver tout le long du film. Et ça, pour moi, il est très différent quand même de toute la veine de cinéaste de ce moment-là. Juste pour faire le lien avec les trois films, donc je parlais de l'historiographie en début d'émission, donc il y a quand même quelqu'un qui aura accompagné ces films, qui est Jacques Lourcel, grand historien du cinéma, qui a un dictionnaire qu'on a ici d'ailleurs dans l'émission, un dictionnaire du cinéma. Et donc c'est lui qui avait rédigé le texte en fait pour la Cinémathèque française pour la rétrospective en 2006, parce que la Cinémathèque avait fait son travail. À l'occasion de la mort. Non, je crois que c'était malheureusement en même temps en fait. Bon coup promo. Voilà. Jean-François Roger avait assassiné Richard Fleischer. Et du coup, donc, le texte s'appelait Richard Fleischer, un grand Hollywoodien. Et donc voilà, c'est un texte qui permet de reparcourir. Notamment, Lourcel avait pu lire aussi ses écrits, puisqu'il a écrit des sortes d'autobio. Fleischer. Et donc, quelque chose qui a été remarqué très souvent, notamment par Lourcel et d'autres depuis, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours accompagné les évolutions techniques du cinéma, et notamment la question du scope et des formats, et quelqu'un qui est un peu un aventurier comme ça du format. Et pourquoi Disney l'emploie pour 20 milieux sous les mers, c'est qu'ils avaient sans doute vu l'énigme du Chicago Express, et que Fleischer utilise les moyens du bord, c'est-à-dire de filmer au plus près, c'est-à-dire sans troisième ou quatrième mur en fait, en étant vraiment à l'intérieur en fait, une caméra très très proche des acteurs en fait. Et ce souci de la proximité comme ça, donc sans c'est vrai que c'est quand même fait contrainte technique en fait, assez fascinant, parce que notamment dans L'étrangleur de Wellington Place, qui est un film qui se déroule quasi exclusivement dans un appartement, donc un endroit en plus un appartement assez miteux, hyper exigu. La caméra est extrêmement mobile, elle bouge tout le temps, alors que pourtant on sait qu'en termes de mouvement c'est une chier absolue quand on tourne dans des lieux clos. C'est les décors réels. Ouais, en plus en décor réel, donc ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est qu'ils sont à la fois c'est des tours de force technique, que ce soit dans ces films plus intimistes comme ça, enfin en termes de taille et de budget, ou dans ces blockbusters, on va dire comme Venus sur les mers, comme les Vikings ou comme les Conan ou ces choses comme ça. C'est l'intention
dimension, extrêmement technique, très opératique même parfois, et tout ça, non pas pour faire un tour de force qui serait un peu stérile, comme il y avait justement dans les grosses gloumoutes de Cécile B2000 ou ce genre de pachyderme technique. Mais là, justement, c'est au contraire pour aller au plus proche de ces personnages sans tomber dans un psychologisme lourdin qui passerait par des dialogues ou par des sentiments exacerbés à base de gens qui crient, quoi. Ah, complètement, ouais. Mais Oui, ce que tu disais, c'est on aura l'occasion d'en revenir, mais sur Wellington Place, le découpage, ou plutôt le non-découpage, est absolument passionnant. Et comme le dit Nicolas Saada dans les bonus du coffret, la mise en scène fait tout chez Richard Fleischer. Oui, en fait, on pourrait zapper tous les dialogues et juste avec, parce que c'est aussi un putain de directeur d'acteurs aussi, juste avec la performance des acteurs, la performance physique et au niveau des regards des acteurs et sa mise en scène, en fait, t'as plus autant faire du cinéma muet, on aurait dû, le cinéma aurait dû rester muet, en fait. C'est ça en plus qui unit quand même sa filmographie qui est assez, qui pourrait paraître assez disparate parce que, donc, comme il disait, des films à grand spectacle, après des films assez balisés pour des grands studios, et un film comme 20 milieux sous les mers, pour moi, c'est vraiment un miracle. À la fois en termes de divertissement, c'est absolument parfait. C'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps, qui reste aussi jouissif, qui est vraiment extrêmement bien fabriqué, photo superbe, une production design de taré, le plus beau Nautilus qu'on ait jamais vu au cinéma, acteur de malade, musique de Maboul, espace confiné. Et au milieu de tout ça, à la fois en termes d'écriture, 20 mieux sous les mers, c'est vraiment une adaptation assez lâche du bouquin de Jules Verne, et pourtant il en fait quelque chose, je trouve, aussi prodigieux que le bouquin, parce qu'il en fait quelque chose de vraiment différent, à la fois dans le personnage du capitaine Nemo, dans les relations des personnages de Ned Land, donc qui est le personnage interprété par Kirk Douglas. Il arrive toujours à créer des personnages qui sont extrêmement vite attachants. C'est-à-dire que, à la fois par la persona des acteurs qu'il engage, donc le perso de Kirk Douglas, qui est quand même le grand démocrate américain, le mec super cool, le défenseur de la veuve et de l'opprimé, et le perso de James Mason, qui là joue un genre de aristocrate anglais, qui en plus, où il amène une certaine distance ironique, mais qui est jamais moqueuse. Pour faire Je pensais juste aussi à la mise en scène par rapport à 20 milieux sous les mers. Je me rappelle de la scène des cannibales, qui était, on va dire, souvent, ces scènes-là pouvaient être un petit peu ridicules à Hollywood, à part pour les Tarzans, mais dans pas mal d'autres productions. Ce côté un peu exotique, raciste. Voilà, c'est ça, c'était fréquent. Là, c'est extrêmement bon, de mise en scène. On voit juste je crois qu'il y a un plan sur Kirk Douglas qui est en train de boire de l'eau, qui lève la tête, il comprend qu'il y a des cannibales. La scène est très très courte, mais c'est très très efficace. Pour faire le lien avec Terreur aveugle, donc le premier film du coffret, il y a une veine, donc on le disait, du fait divers, et l'intérêt aussi pour la nature humaine, la noirceur et tout ça. Donc à la fois la question de la victime et du bourreau, mais en même temps de questionner ça en permanence. Ça commence peut-être avec Assassin sans visage, Follow Me Quietly, je crois qu'en 49. Et donc c'est un film noir très très beau. Et à partir de là, il va reprendre aussi ça pour L'étrangleur de Boston, L'étrangleur de Wellington Place, et quelque part aussi dans Les flics. Ouais, parce que je sais pas si tu peux nous en parler un peu de sa place dans l'univers grosso modo du polar ou bien du film noir, parce qu'il a fait quand même des genres de polar extrêmement différents. À la fois ses premiers films pour la RKO, tout ça, qui sont des films hyper secs, donc qui font 1h10, 1h15, qui emballent une histoire de manière assez prodigieuse. Après, il fait plus des films d'action comme Mr. Majestic, qui est basé sur un bouquin d'Elmore Leonard. Il fait les flics ne dorment pas la nuit, qui sont plus une chronique policière sans réel fil rouge ou bien d'intrigue policière. Nonchalance presque. Voilà, c'est ça. Et presque à chaque fois qu'il a investi les codes ou les genres du polar, il en fait des choses vraiment différentes et qui, en plus, je trouve, reflète assez bien aussi la pluralité qu'il peut y avoir dans la littérature policière, à la fois des houdonites, donc qui a commis le crime, une vraie enquête un peu classique de base, des chroniques, il fait des polars hard-boiled, parfois des choses assez sèches dans la violence, il fait aussi des genres de thrillers à l'anglaise, enfin des romans à mystère, quoi. Oui, je pense surtout à sa première partie de vie où là c'est un peu la tendance hollywoodienne d'être dans ce côté très sec, et il est hyper sec. Je pense le film Armored Car Robbery est un des films les plus secs là-dessus. C'est des flics qui suivent un gangster, c'est extrêmement sec. Il fait un remake d'un film d'Anthony Mann avec Traquenard, en fait, qui est un film qui se base sur des types qui font des faux billets, des trucs comme ça. Mais là, bon, c'est le film peut-être moins quelques scènes avec moins son réussi, rapport à la rue qui m'avait fait penser au Gun Crazy.
de Ah oui, Joseph Lewis. oui, c'est ça, ouais, Chose d'un économie. peu, Ouais, bah, surtout celui-ci, je pense, Armored Car Robbery. Oui, ouais. ouais, Mm. complètement. Ouais. Mais donc Terreur aveugle, en fait, on va pas tarder à faire le lien. On va le et faire, pitcher avant. Avant, ouais. Donc, film de 71, où en fait c'est une jeune aveugle dont les parents... Film anglais. du Voilà, coup. film anglais, dont les parents sont décédés, qui se passe dans la campagne anglaise. Donc, qui est recueillie chez son oncle et sa tante avec sa jeune cousine. Donc, elle part se ressourcer là-bas. Elle a eu un accident de cheval. Voilà, elle a eu un accident, donc elle est un peu blessée. Et donc du coup, là, il y a un mystérieux tueur à bottes de cow-boy qui débarque et qui se fait du coup à dézinguer toute la famille et va finir par s'en prendre à elle. Et donc, à la fois, c'est un pitch hyper simple et quand même assez con qui pourrait être tourné par n'importe quel tâcheron, rendrait une merde quelconque mais sympathique. Et là, le fait que le scénario soit, enfin, je dirais pas daubé, mais en tout cas soit extrêmement balisé et que finalement on s'en fout un peu Et puis on est tout de suite dans l'abstraction. Quoi. de ce truc de ce personnage, tout l'intérêt du film, c'est de jouer justement sur le hors-champ du personnage, c'est-à-dire que tout ce que elle ne va pas voir, toutes les scènes de crise, toutes les scènes de violence, nous on va les voir, il va c'est la créer, question du champ aveugle. voilà, il va créer un suspense là-dessus qui est absolument magistral, c'est un pur exercice de style de mise en scène et qui va, comme tu disais, aux limites de l'abstraction pour le personnage, parce que justement elle ne verra jamais la terreur, alors que nous, Bah oui, oui. vu qu'on sait que justement la terreur est littéralement à ses pieds des fois, ça crée un système de suspense assez rare et vraiment passionnant. Petite pause avant de Je peux reprendre. dire un mot dessus. Oui, dis, ouais, Ouais, c'est bon. je pensais, moi, le film m'a fait penser un peu au Chien de paille de Peckinpah, où Ouais. là, le personnage ne voit pas, et dans le film des Chiens de paille, c'est un personnage qui refuse un peu de voir la réalité aussi. Et je trouvais que ça y avait un petit peu ce côté où c'était à la limite même une société de classe, où l'autre de la classe, on va dire, qui est moins aisée que la sienne, Ah bah, le est film tout de suite très menaçante pour elle. Par contre, le petit hic pour moi, c'est comme on voit pas le tueur, en fait, on voit Ouais. que c'est Bot tout le film. Je me demande en fait si c'est vraiment si c'était une bonne idée ça de Fleischer. C'est-à-dire que ce qui est plus intéressant, De c'est comme dans jouer les autres. sur un double point aveugle, quoi, le fait que nous aussi on voit pas le tueur. Oui, et je pense pas que ce soit. Oui, est-ce que c'est. Je pense que ça nuit presque un peu au film en fait, en fait l'intérêt serait plus de penser à elle ce qu'elle ne voit pas. Ouais. Que là, comme on le voit pas non plus, et comme c'est le seul qu'on ne voit pas, c'est assez. Surtout que c'est un whodunit pas très intéressant Oui, de bien sûr. savoir qui c'est. Donc avant de passer aux suites de la filmographie de Richard Fleischer, donc Ray Tisley. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Ray Tisley avec Hot to Stone, extrait de l'excellente compile Inner City Beat, Detective Themes, Spy Music and Imaginary Thrillers, qui était sorti il y a 2 ans chez l'excellent éditeur Soul Jazz Records. Donc je vous recommande le catalogue parce que c'est absolument une merveille à chaque On édition. en a souvent passé dans cette On en a émission. souvent passé dans ouais, cette émission. depuis le début. Donc, On parlait parle de Terreur aveugle. De Terreur aveugle, donc l'exercice de style de Richard Fleischer, qui la même année donc fait, je pense, un de ses films majeurs. Juste quelques mots quand même pour Terreur aveugle, parce que c'est aussi, si vous pouvez aller voir sur le blog d'Olivier Père pour Arte, il en parle très très bien de Terreur aveugle, et notamment du rapport au slasher en fait. C'est qui joue dans les jeux Mia Farrow. Mia Farrow. Donc, Du coup, et c'est ce que je en plus, on disais. est bien content de l'avoir en prendre plein la gueule, Mia Ça, c'est pas Farrow. gentil. Ah non, mais c'est vrai. Mais elle je disais il mérite, y a 15 jours ou 3 semaines que ce qui est passionnant dans Terreur aveugle, c'est qu'on n'a pas bien parlé de ça, de la question du champ aveugle, mais c'est aussi une actrice qui a affaire à la mise en scène de Fleischer. C'est quand même ça la question, et notamment toute une partie dans une espèce de monde originaire, dans la boue, la glace, c'est une partie qui est hallucinante, quoi. Survival. Je trouve que c'est un peu là C'est que bon. le film pêche, mais je suis pas non plus un gros fan de Mais Slasher. c'est dès le début avec ces bottes étoilées du type très fétichiste, limite giallo, et en fait on termine en survival, mais c'est abstrait. Je trouve que c'est aussi ça, parce que tu le disais bien, finalement à la fois le film s'intéresse aux classes, la fin est très claire là-dessus, mais le personnage du tueur, en fait, le whodunit, on n'a rien à Ouais, foutre. c'est ça. Ouais, on Et il s'en s'en tape fout complètement. aussi, Fleischer, en fait. Mais, C'est pour ça que la fin est un peu traitée par-dessus la jambe. quoi. moi, je trouve assez Ouais. exceptionnel Mia Farrow. Enfin, la manière dont elle joue une personne aveugle, en fait, dans le film, même si c'est Ses tout voix. l'intérêt technique du film, c'est-à-dire utiliser le cadre, le point de vue de ce personnage-là, avec notamment tout ce qui se passe autour d'elle sans qu'elle puisse le voir. Donc, ça peut être des objets par terre, le fait qu'il y a un cadavre mais qu'elle ne le voit pas dans la même pièce Ah, qu'elle. mais en fait, c'est le remake de, comment il s'appelle, la Blink de Michael Apted.
C'est peut-être là. C'est... Vous vous souvenez de ça? Non. Mais tu l'as Et fait, c'est un bon gros nul. c'est du coup fascinant puisqu'on est en 71 et Olivier Père en parle bien, c'est-à-dire qu'on est quand même la même année que La Baie sanglante, mais ça annonce aussi Black Christmas, La Nuit des Masques, Vendredi 13, etc., etc. Donc c'est... Et L'Étrangleur d'Arlington Place. Donc là, on sorti la même année. pensait en 68 à L'Étrangleur de Boston, qui est quand même peut-être un des films majeurs, un des sommets de. Fleischer, Mais là, pour le coup, il nous fait vraiment quelque chose de différent. C'est encore basé sur un fait divers, sur un véritable tueur en série, on va dire. Dans l'Angleterre de la guerre et de l'après-guerre, donc qui avait réussi à faire accuser, on va dire, c'était un homme qui s'était fait passer pour un logeur dans un appartement miteux. Ici joué par John Hurt. Voilà, qui est joué par John Hurt, donc le locataire. Le tueur étant joué par l'extraordinaire Richard Attenborough dedans, qui a des faux airs de Anthony Hopkins, oui. Et qui en fait avait justement tué cet homme, sa femme et puis leur bébé, enfin non, qui avait tué la femme et le bébé et avait fait accuser l'homme, John Hurt, à sa place. Même pas, si on veut. Qui avait réussi, fait en sorte, qui avait fait en sorte que l'homme soit accusé et condamné à mort, et ce qui du coup avait donné en Angleterre un grand débat sur le maintien de la peine de mort ou sur sa suppression. J'oubliais un film dans cette lignée-là par rapport à L'Étrangleur de Arlington Place qui a beaucoup à voir, c'est Compulsion, donc en français Le Génie du Mal, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, et un film de 59, je crois. Oui, c'est ça, 58 peut-être, je crois, et qui fonctionne sur le même principe. Sur le même principe, et aussi sur la question de la peine de mort, parce qu'il y a toujours eu ce côté-là chez Richard Fleischer de vouloir aussi délivrer un message, finalement, qu'il y a une visée éducative. Mais sans que ce soit lourd non plus, parce que comme disait Carpenter, si vous voulez envoyer un message, appelez-moi sur mon répondeur. Quoi. Oui, c'est pas mal ça. Mais au moins, du coup, par rapport à ce film, c'est qu'au moins, on va dire 10 Rillington Place, parce que L'Étrangleur de Rillington Place, ça fait un peu long, enfin Rillington Place, il se cache pas en fait, il cache pas son message, parce qu'au-delà du jeu sur la perversion psychologique de Richard Attenborough ou de Anthony je pense que pour le Silence des Agneaux, Anthony Hopkins a maté ce film et l'a bouffé jusqu'à le chier par terre, quoi, parce que le mimétisme assez hallucinant. Mais à ce niveau-là, Fleischer, donc on retrouve un petit peu la portée documentaire, parce que au-delà de filmer le Londres et ses quartiers extrêmement populaires post Deuxième Guerre mondiale, c'est que il te sort aussi un discours sur une justice qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, et aussi sur des mœurs, et en même temps sur une classe sociale, parce que ça aussi ça l'intéresse, comment les petites gens en fait peuvent arriver à vivre. Et au début, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus au début il te fait croire que John Hurt est un mec, vous inquiétez pas pour ça, je travaille, donc tu as dit c'est bon, le mec c'est pas un anti, mais classe-moi, enfin on va dire une classe aisée, et puis en fait petit à petit on se rend compte en fait que ces mecs-là que ce couple est franchement dans la merde, et que pour ces raisons financières vont arriver aussi sur un drame, sur une question de mœurs. Et là Fleischer se pose vraiment la question de quelle est la place de l'avortement. Enfin, c'est assez hallucinant comment il fait quand même ça. la prestation de Judy Grissom, qui joue le personnage de Beryl, donc la femme du personnage de John Hurt. Son regard est absolument incroyable. Ouais. Donc on a parlé de l'espace, c'est-à-dire qu'on est sur une maison à plusieurs étages, donc les classes fonctionnent aussi de la même manière. Oui, comme chez Wellman. Hein. Comme chez Wellman aussi, ouais. Comme chez Wellman. Simon. Je pensais en plus, il pose la question, en même temps, il n'y a pas vraiment de morale dans le film. Il pose très peu de regards. Il dit juste, regardez ce qu'est être une femme dans les années 50. Puis il y a la sécheresse d'un rapport. Dans les années 50, ce que c'est de se faire battre par son mari bourré, ce que c'est quelle est la condition de la femme qui veut avorter aussi. Enfin, il parle vraiment de la condition de la femme, et ça, c'est extrêmement intéressant, et de manière au détour de situations extrêmement simples. Il va jamais prendre ses gros chevaux pour te faire le gros film à thèse, mais il va te prendre aux tripes par juste des jeux de regard. On revient dessus, des jeux de regard, et ces espèces de domination psychologique et en même temps sociale et en même temps morale de ce personnage hallucinant de Richard Attenborough, enfin de Monsieur Christie. Et puis, on n'en a pas parlé pour Terreur aveugle, mais il y a une précision dans la composition des quatre, parce que c'est quelqu'un, tout le monde a priori sur les tournages disait que c'était un homme. On le sait, le diable est dans les détails, et vraiment Fleischer, c'est un maniaque. C'est-à-dire que
chaque élément du cadre a un sens particulier. Il y a des entrées de vraiment des champ du compositions, personnage. c'est- Déjà, il joue un petit peu sur le clair-obscur. Enfin, il y a beaucoup de jeux d'ombre, mais il y a des fois, et elles sont assez flagrantes finalement, des entrées de chant du personnage de Christie qui sont absolument On flippantes. parlait du personnage de la femme de John Hurt, mais il y a surtout le personnage de la femme de Richard Attenborough, Une espèce de fantôme. et parce que toute la question pour le personnage de ce serial killer, en fait, c'est que c'est l'impuissance. L'impuissance, Bah oui. et surtout, il y a un plan absolument incroyable où, en gros, on est dans la chambre la chambre du couple, en fait, et elle ne veut pas voir ce qui est en train de se passer derrière elle, c'est-à-dire qu'on voit le personnage par la fenêtre. Elle se retourne par pudeur. Elle se retourne pas plus elle fait, c'est impressionnant, où du coup il est en train de dégager un cadavre, en fait, le Oui, oui. personnage de Richard Attenborough, quoi. Après, Quand ce qui même est rigolo, c'est que on le disait par l'heure sur le non-découpage du film, c'est qu'en fait, oui, la caméra se balade dans cet immeuble. Alors, tu sens très bien que l'escalier, il doit faire 50 cm de large, Oui, et le mec se balade tranquillement pour explorer la psyché de ses persos. C'est la balade de la caméra. Et en fait, c'est assez surprenant, parce que le film aurait pu être extrêmement découpé, et vu comme il joue avec toutes ses lignes, sa production design toujours au top, il pourrait faire un film extrêmement pertinent sur l'enfermement et tout ça. Mais non, lui, il se balade, il scrute les recoins noirs, et finalement ça se délivre en fait avec la séquence de fin avec les nouveaux arrivants. On va pas spoiler, Qui est pareil, mais hein. qui Sur en la fait question qui des détruisent classes. la profondeur de champ. Sur la question de la classe et de la misère, Qui, c'est sinon, la hallucinant. fin de l'étrangleur Hilton Place, c'est quand même assez terrible. Et je suis en train de penser aussi le fait que ce soit hyper réaliste, ça contraste aussi avec finalement ce film-là, il s'ancre un peu dans une veine un peu londonienne de l'étrangleur, en fait. Bon, à ce moment-là, on a eu l'Obsédé de Wyler, on va voir le Frenzy d'Hitchcock, ça doit être à peu près à ce moment-là, qui sont des films qui renouent un peu avec Déjà. un côté un peu pas exotique, mais Petit jeu d'ailleurs entre Fleischer et Hitchcock, Oui, puisque là-dessus, ouais. Compulsion, Génie du mal ressemble Oui, c'est vrai étrangement que- à la corde, oui, c'est sûr. quand même, Ouais. sur le principe. Ah oui, c'est assez proche. Avec un Dean Stockwell Mhm. extraordinaire dans Sûr. Génie du mal. Mais là, Et- sur la question de la ville de Londres et de cette question de l'étrangleur, c'est assez curieux. C'est une sorte de mythe qui pourrait être un peu onirique, quoi. Et finalement fait de manière très réaliste, très détaillée. Et du coup, Et la question je de trouve que l'ordre c'est et de assez- l'uniforme. Oui, c'est ça. Oui. Et surtout comment ça se dégrade, notamment à la fin, quand le type devient un clochard, ce serial killer. Mais c'est- C'est un film d'une ambition, enfin au-delà Puis, d'une par certaine, contre, d'une simplicité très dur, artisanale, vraiment c'est dur, d'une quoi. ambition Voilà. hallucinante. C'est hallucinant, c'est une de mes claques de 2016, franchement. Thomas, passons aux au... uniformes. Donc, aux uniformes, hein. As the New Centurions, donc basé sur un roman de l'écrivain Joseph Vauban, qui a commencé à écrire dans les années 50. Et comme je disais, c'est pas une véritable intrigue policière, c'est plus vraiment une chronique de deux flics qui bossent la nuit, C'est ça. leur quotidien. George Scott, Stacy Keach. Voilà, George En fait, Scott, c'est Police de Maïwen, c'est un remake. C'est ça, exactement. Attention, Thibaut. Et je trouve que c'est un des plus beaux polars que j'ai vu, et qui est aussi ce qui est, je pense, un des plus Mélancolie. mélancoliques et dépressifs, en suivant vraiment le quotidien de ces flics, comment est-ce qu'ils règlent les conflits matrimoniaux, Sur un mode comment documentarisant, est-ce qu'ils pourrait-on dealent dire, Simon comment est-ce qu'ils dealent avec le monde des putes, avec leur vie de famille qu'on voit très Des peu. gens évidemment. qui ne dorment pas la nuit. Voilà. Comme le titre français, magnifique, le dit. Comme le dit Boukrieff dans les bonus, C'est ça. c'est pour le coup, c'est à la fois le titre original est super parce que veut bien dire ce que ça veut dire, c'est les nouveaux flics de Rome qui se baladent dans LA, mais aussi le titre français, donc c'est des flics. Le qu'on- dernier rempart, en Voilà, fait, de la c'est des flics civilisation. qu'on ne voit jamais dormir, qu'on ne voit jamais avoir une vie de famille concrète. À chaque fois, c'est quand ils se lèvent ou alors quand ils partent se coucher, mais on les voit jamais réellement dans une vie, vie quotidienne. Leur seul quotidien, c'est les putes et puis la violence du monde de Après, Los Angeles. évidemment, il y a stylisation, je parlais de mode documentarisant, mais c'est surtout que le roman de Joseph Vauban est extrêmement bien documenté, puisque lui-même a été plus d'une décennie flic. Voilà, lui-même était flic. Très longtemps. C'est pas Olivier Marshall, quoi. Non, c'est sûr. Mais sur les flics ne dorment pas la nuit, c'est vraiment un des grands films du cinéma américain des années 70. C'est-à-dire que vraiment, ce film-là est quand même un maillon hyper important, notamment sur... on parlait de un peu de tout à l'heure, je disais nonchalance du scénario, ce qui est très faux en fait, puisque le scénario est très très précis justement sur la déambulation de ces flics dans la nuit et dans les rues avec des stations comme ça. Mais c'est que justement il y a aussi cette veine du héros qui n'a plus de but, et notamment peut-être le personnage de George Scott
Et ils en disent bien d'ailleurs dans le bonus d'ailleurs de Cop Stories, dans le bonus du DVD, enfin, du Blu-ray, que George Scott a vraiment voulu. C'est un peu grâce à lui d'ailleurs que le film se monte, parce que quand il a lu, parce qu'il a impulsé un peu la production du et film. ce qu'il donne notamment une séquence qu'on ne révélera pas, une séquence vers la fin du film qui est voilà, en un plan en plus, qui est quand même très 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 forte. Ouais. Voilà, donc c'était le coffret Richard Fleischer qui vient de sortir chez Carlotta, donc 3 films, L'étrangleur de Wellington Place, Terreur aveugle et Les flics ne dorment pas la nuit. En tout cas des films qu'on vous encourage très fortement à découvrir, et toute la filmographie immense de ce cinéaste notamment, très important. Pareil, il y a un film méconnu aussi qui est ressorti il y a quelques semaines, c'est Barabbas. Oui voilà, Barabbas, une aventure aussi. Donc c'était sorti chez Carlotta, Richard Fleischer, un réalisateur qui faisait des produits d'une efficacité exemplaire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Johnny Pearson avec Product Efficiency, où vous avez pu entendre Simon Lejeune à la clarinette. D'ailleurs, c'était pas plutôt ça la BO de. Enfin, la BO. En tout cas, la compile de Soul Jazz. Si, mais les deux. Hein. Ah, les deux. Les deux. Okay. Pas attentif. J'ai envoyé un mail et tout. Ouais, super. Bref, donc sans réellement de rapport avec Richard Fleischer, mais pour rester dans le domaine du polar et du film noir. Donc un livre qui vient de paraître aux éditions de la Table Ronde, le nouveau livre de Philippe Garnier, Retour vers David Goudis. Retour car en fait Garnier a beaucoup écrit sur Goudis. Il a notamment écrit son premier livre en 1983 qui s'appelait Goudis, la vie en noir et blanc. Et ça en fait c'est une réédition, mais plus une réécriture de ce premier bouquin. Ce premier bouquin en fait qui a connu une édition américaine il y a 3 ans grâce à la complicité de son ami Eddie Muller, qui dirige le festival du film noir aux États-Unis, à San Francisco. Et donc l'éditeur français de la Table Ronde lui a demandé justement de réécrire ce bouquin qui à la base devait lui prendre 3 mois, mais vu que c'est Garnier, ça lui a pris 1 an pour en fait réécrire vraiment de fond en comble son bouquin, qui déjà à l'époque en 83 voulait revenir suite à un épisode de Cinéma, l'émission de Claude Ventura qui passait sur Antenne 2, qu'il avait consacré un reportage à David Goudis et à ses scénarios pour le cinéma. En fait, il voulait revenir sur la figure de cet écrivain qui, en France, a toujours eu une position de artiste maudit. Comme quoi, ça aurait ainsi un écrivain qui aurait un peu fait une carrière assez minable à Hollywood, malgré quelques films adaptés comme Dark Passage ou Beyond Nightfall de Turner, et qui après serait revenu mourir à San Francisco dans la misère la plus totale, en ayant une vie de merde. D'ailleurs, si vous avez un truc à faire, c'est voir Nightfall. Bon, voilà, je dis ça, qui est paru chez Wildside en Classic Confidential. Oui. Et donc Garnier, lui, en menant une véritable enquête, en revenant à Philadelphie, en allant dans les studios, en fait, retracer tout le parcours de la vie de Goudis. En fait, que tout ce qui était écrit depuis des années était faux, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout mort dans la misère, il est mort assez jeune, il est mort avant la cinquantaine, il avait encore 35 000 $ sur son compte, ce qui était quand même énorme. Je crois même plus. Ouais, plus que il me ça, semble qu'il avait même pas loin de 100 000 $, 98 000 je crois à la fin, parce qu'il était très radin selon son Garnier. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Garnier revient sur la figure de Goudis en faisant un rewriting quasi complet de son œuvre. Il révise son texte, il révise ses sources aussi, parce qu'il retourne. Parce que lui, il a la chance d'habiter à Los Angeles depuis 35 ans et surtout d'avoir accès aux archives des studios américains et notamment de la Warner, sur lequel il a beaucoup travaillé, parce que c'est le studio principalement pour lequel Goudis avait travaillé, avec Jack Warner, qui était l'homme qui détestait peut-être le plus les scénaristes à Hollywood, et ce qui nous donne des pages toujours assez fascinantes et croquignolesques sur la personnalité de ce producteur important et hors norme. Et donc depuis sa première publication, il revient sur l'historiographie de Goudis, toutes les conneries qui sont encore écrites en France sur l'auteur et aussi en Angleterre et aux USA, parce que les mecs sont des feignants, vérifient jamais les sources et reprennent les mêmes conneries que les articles français, qui en fait ont été vraiment les premiers à mettre en valeur Goudis en tant qu'auteur important, auteur légendaire. Alors que Philippe Garnier le dit lui-même, c'est pas forcément son auteur préféré de polar, c'est pas un auteur pour lequel il a une affinité particulière, y compris pour le polar, qui est pas du tout son genre littéraire et cinématographique préféré, mais où il en a marre de voir à chaque fois des paquets de conneries pas possibles écrites sur le genre, et du coup il revient dessus, comme on l'a souvent dit, comme un peu comme un flic ou bien un détective qui fera une véritable enquête en interrogeant tous les proches possibles, imaginables, en l'envoyant dans toutes les archives, tous les gens qui ont bossé avec lui, pour justement
à la fois mettre à mal, quand il parle de cinéma, la théorie des auteurs, qui pour lui est du bullshit total et complet, et aussi quand il parle de littérature ou quand il parle des scénaristes, parce qu'il a écrit un bouquin exclusivement là-dessus qui s'appelle Oniswaki Malibu, qui est un bouquin absolument prodigieux, et donc il met tout ça en valeur. Dans cette, après je vais essayer de m'en parler, mais dans cette édition-là, il laisse beaucoup de choses de côté, il revient sur ses sources, et là il se reconcentre plus sur la période de Goodies à Hollywood, quand il a bossé pour la Warner avec Dark Passage, quand il a commencé à avoir un salaire plutôt confortable, il revient sur les conditions de travail des scénaristes de la Warner, sur ses rapports avec les producteurs, avec les cinéastes, où Michael Curtis prend un petit taquet, ce qui est quand même, ça c'est vraiment assez rigolo, et surtout une des choses les plus intéressantes qui met en valeur, c'est ce milieu de l'édition américaine qui sont les paperback writers, donc les auteurs de romans pulp, ce qu'on appelle en France des romans de gare, donc qui a priori sont de la littérature un peu de bas étage, écrit à la va-vite, torché n'importe comment, mais qui était pour Garnier le milieu dans lequel Goodies a pu écrire certaines de ses œuvres les plus intéressantes, parce qu'il y a une espèce de immédiateté et de côté hyper sec de faire un bouquin en 150 pages qui raconte une histoire complète, et surtout une véritable et qui surtout pour lui est jouissif, parce que c'est mal toutes les théories françaises sur le fait que ce soit un auteur, un artiste structuré, alors qu'en fait si Goodies aimait ça à la fois parce que c'était rapide à écrire, et c'est surtout que ça rapportait plein de blé, et ça c'est le truc en France où on a toujours cette vision de l'artiste qui fait ça, de l'art pour l'art et tout, de la création machin. Non, juste qu'à bout d'un moment quand même, quand t'es écrivain, faut bien payer le loyer et croûter quoi. Et donc ça, c'est vraiment des choses assez jouissives à lire, quoi. Donc en plus, après, quand même, sur la réception de l'auteur et tout, c'est vraiment assez... sur un travail que je trouve vraiment extrêmement précis et drôle à lire chez Garnier, quoi. Une génétique agréable à lire. Pour le bouquin, du coup, pour revenir sur ce que disait Thomas, la première partie, un petit peu moins plus, c'est-à-dire qu'il va suivre comme un enquêteur. Bon, il fait un portrait un peu psychologique au début, on va dire, de Goodies. Voilà, puis comme on en avait parlé en off, en fait, ça vient du style de Garnier depuis qu'il bossait à Libération et à Rock & Folk dans les années 70, côté où il se met vachement en scène et où du coup il mène une enquête, il roulait dans tel Chevrolet, sur telle rue, il faisait 45 degrés, c'est vraiment trop cool. Donc c'est un peu toujours les restes de son écriture de journaliste, mais qu'il a modifié au fil du temps pour en faire cool, qu'il fasse un peu moins marqué par le temps, quoi. Par contre, assez rapidement, à peu près vers la moitié du bouquin, il y a toute cette partie sur les producteurs et son rapport aux producteurs, où Garnier a fait un travail énorme en fait en regardant tous les mémos. C'est un peu dont on avait déjà parlé avec Thomas. Il y a toute une partie sur un film qu'il n'a pas pu réaliser, qui n'a pas pu être réalisé, qui n'a pas pu être produit, qui devait être réalisé par Jerry Wald. Et c'est probablement pour moi la meilleure partie du bouquin. C'est extrêmement précis, c'est hyper intéressant, les mémos sont très bons. On s'éloigne un peu du profil psychologique de Goodies pour vraiment voir toute la machine hollywoodienne, comment elle fonctionne. C'est un film qui s'inscrit dans une tendance qui était la grosse tendance réaliste, donc ça pouvait être un film très important. Donc ça prend des... quand Jerry Wald, qui est un producteur quand même assez important, en parle, ils ont failli faire une sorte de gros blockbuster, en fait. Ils ont appelé les plus grands écrivains et tout. Et ça n'a pas marché, mais c'est probablement pour moi un des trucs les plus intéressants qu'on peut lire dans le bouquin. Et après, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est, comme tu dis, la partie sur les paperbacks. Et il fait pas mal aussi de liens avec William Irish, en montrant un peu dans quelle veine du polar. Un autre auteur de polar. On n'a pas trop parlé de Goodies, mais en gros, c'est un auteur de polar qui vient un petit peu après Ahmed Chandler, un petit peu après les grands du polar américain, et qui a plutôt fait ses œuvres dans les années 50-60, grosso modo. Un petit peu 40. Et ça, je trouve que plus le bouquin avance, plus il est efficace, et plus on comprend bien ça. Et je trouve aussi que les témoignages en fait de ses amis, bon, nous apprennent pas forcément beaucoup sur Hollywood, mais sont souvent assez touchants en fait. Et plus ça va, plus je trouve que le bouquin marche bien là-dessus. Parce que ça adresse une bio du personnage qui est vraiment intéressante, touchante. Et comme on parle de ses détours vers le cinéma puis vers les paperbacks, c'est pas inutile parce que ça permet vraiment de comprendre tout le contexte économique et social dans lequel Goodies bossait et comment est-ce que ça a pu influencer ses romans et son écriture. Parce que forcément, quand il bosse à la semaine à la Warner, en bossant 8 heures par jour, en devant écrire comme un chien, ou quand il bosse pour les paperbacks, ça influe le milieu économique, influence forcément la manière dont tu vas
écrire tes œuvres et comment est-ce qu'elles vont être reçues. C'est ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est ce que Garnier met souvent en relief à la fois dans ses articles ou dans ses bouquins. Mais sinon, je pensais Simon, juste, il y a très rapidement. il y a un point qui peut être un peu ardu au début, c'est qu'il cite quand même énormément de noms. Et Ouais, bah ça- c'est-à-dire que c'est un bouquin plutôt facile à lire si on connaît bien le contexte américain de ce moment-là. Je pense très difficile à lire. C'est on toujours peut les être trucs très de vite Garnier perdu. où en fait Ouais. t'as envie de prendre des pages de notes pour découvrir Ouais, c'est ça. à balle de film et d'auteur, quoi. Ok. Merci messieurs Donc, on vous le pour recommande ces fortement. chroniques. On va faire les coups de cœur. Thomas. Alors moi j'en ai deux, donc un documentaire qui est sorti il y a 2 ans en Allemagne et pas encore chez nous, qui s'appelle Fassbinder Leben ohne zu fordern, donc To Love Without Demand, documentaire absolument formidable et fascinant, bourré d'entretiens inédits et de propos absolument fascinants, qui est disponible sur Internet et que je vous recommande. Et sinon c'est Les Clés de bagnole de Laurent Baffy, que j'ai revu ce week-end et qui est toujours la meilleure comédie française des 40 dernières Que années. tu es le Ça seul faisait au longtemps, monde à tiens. légitimer. Par un texte d'ailleurs. Thibaut. Moi, ça va être Night Moves de Kelly Richards. Alors, c'est pas un film qui est parfait, mais comme la semaine dernière pour les films de Jérémy Saunier, Blue Ruin et Green Room, c'est un film qui utilise suffisamment bien les figures américaines pour que finalement, il en devienne passionnant. Simon. Moi, c'est la biographie An American Hero de Gary Cooper, qui est vraiment Grosse un fête dont des on a plus pas grands assez dit de mal. textes jamais écrits, où on apprend notamment qu'il Qui n'était pas nazi. Ouais, enfin ça, évidemment, ça reste Et approuvé. l'étrangleur de Wellington Place. Et l'étrangleur de Wellington Place. Et bien moi c'est Sully de Clint Eastwood dont on parlera la semaine prochaine, qui est un film qui est pas mal, et Le génie du mal, et revoir Mr. Majestic de Richard Fleischer, parce que c'était bien de se remettre dans Richard Fleischer. Merci également pour la réalisation de cette émission. On vous laisse avec un débile. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.